Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. C'est difficile de déceler la manipulation. C'est difficile pour l'entourage de dire, bon, mais qui je crois? C'est une parole comme un autre. Mais c'était à petit feu. Je m'en aperçois pas tout au complet. C'est quand après j'ai accouché, là, je m'en suis aperçue. Donc, la manipulation qui s'installe amène souvent à ça, l'espèce d'esprit de confusion où il n'y a plus personne qui comprend ce qui se passe. Mais c'est parce que je le connaissais. Je savais qu'il faisait juste parler. Mais je le connaissais pas jusqu'à temps qu'on le mette au pied du mur. C'est vraiment un titre de vengeance de dire, ben si je peux pas t'avoir, il y a personne d'autre qui va t'avoir. Le vendredi 18 septembre 2009, Daphné Pelcha et sa mère, Martine Bélanger, attendent l'arrivée d'Albert Pelcha, qui a la garde de sa fille cette fin de semaine-là. Martine a quitté Albert il y a déjà 6 ans, en 2003. La séparation et les années suivantes ont été d'une difficulté sans commune mesure pour la femme. Dans le cas de M. Pelcha, c'était vraiment... Lui, il se responsabilisait pas de ce qui se passait. Donc, il se responsabilisait pas de la séparation, que la séparation avait lieu à cause de ses comportements violents. Lui, c'était la faute de tout le monde autour. Donc, c'était la faute de Martine dans ce cas-ci. Il disait que c'était de sa faute à elle, qu'elle avait brisé la famille. Lorsqu'il se présente chez Martine ce jour de septembre, Albert a une attitude des plus déconcertantes dans les circonstances. Pour la première fois depuis des années, il est amical et courtois. Mais derrière cette mascarade, Pelcha cache une colère horrifiante. Juillet 2001, la canicule sévit sur Montréal et ses environs. Martine Bélanger, une femme de 35 ans qui vit à Saint-Hubert sur la rive sud de Montréal, prend de l'air dans sa cour lorsqu'elle fait la rencontre d'Albert Pelcha, un ami de sa voisine. J'étais assise dans ma cour, puis on était c'était comme des maisons de ville. Donc, elle était quasiment assise dans ma cour, puis elle me l'a présenté. Puis, je le trouvais gentil parce qu'il faisait des jokes, puis tout. Puis, finalement, elle a organisé un souper pour qu'on puisse plus parler ensemble, se rencontrer. L'attirance entre les deux est indéniable, et Albert fait les premiers pas. Il veut absolument tout savoir sur la vie de Martine. Il avait hâte de rentrer chez nous, il avait hâte de voir qu'est-ce que ça avait l'air chez nous. Puis je me souviens que cette fois-là, il m'avait dit « T'es très naïve, toi. » Puis c'est ça, il a traversé chez nous, puis il en est comme pas ressorti. Ça a été très, très vite. En septembre 2001, 2 mois après leur première rencontre, Albert déménage chez Martine. Albert travaille au Vieux Forum de Montréal, où il s'occupe de la maintenance depuis qu'il a 16 ans. Là, tu te dis, le gars, il travaille, ça fait 20 ans à la même place. Il doit être stable un peu.
On imagine qu'il avait un bon salaire à ce moment-là, parce que je sais pas tout, moi, au moment où je la rencontre. Albert est apprécié de ses amis et collègues de travail. Moi, Albert, je le considère comme mon frère. Première des choses, Albert, j'aurais pu lui demander, j'aurais été dans n'importe quelle situation pris, faut que j'aille à l'hôpital, faut que j'amène mes enfants. Albert, j'ai besoin de toi, j'aurais été pris à quelque part. Il était là. Avant de rencontrer celle qui semble être la femme de sa vie, Albert ne s'est engagé dans aucune relation stable. Albert, c'est un garçon qui est seul de famille, c'était un enfant unique. Il faisait ce qu'il voulait. Il a toujours été seul. Albert, il faisait ce qu'il voulait quand il voulait. Il partait quand il voulait. Il faisait les choses à son rythme, à sa façon. Malgré sa nouvelle vie de couple, Albert ne change pas ses habitudes. Et quelques jours après son déménagement, Martine le découvre en train de fumer un joint comme s'il était seul. La jeune femme s'inquiète, mais Albert la rassure en lui disant qu'il ne fume que la fin de semaine. Martine, qui occupe un poste au service des ressources humaines d'une grande entreprise de la Rive-Sud, va travailler tous les jours comme à son habitude. Mais Albert, lui, occupe ses journées tout autrement. Il m'avait dit que quand on s'est rencontrés, qu'il faisait juste fumer un joint les fins de semaine. Mais là, c'était rendu que je le voyais dans la semaine aussi, souvent. Ensuite, c'était au travail, il manquait pour tout, pour rien. Là. Il y avait toujours une maladie, un bobo, mal de ventre, une gastro, là, tout ce qu'on peut imaginer pour les défaites pour pas rentrer travailler. Albert passe souvent ses journées à faire du ménage. Il nettoie et ramasse tout ce qui traîne avec compulsion. À l'automne, peu de temps après qu'Albert ait aménagé chez elle, Martine lui reproche de s'absenter trop souvent de son travail. Mais au lieu de lui donner raison, Albert rétorque qu'elle est jalouse, car elle n'a pas le loisir de s'absenter comme lui, puisqu'elle n'est pas syndiquée. Martine commence à découvrir la vraie personnalité d'Albert. Mais elle n'a pas le recul nécessaire pour évaluer la situation. Albert isole de plus en plus Martine de sa famille et de ses amis. La manipulation, dans le contrôle, installer un climat de terreur, c'est pas évident à voir ça. C'est pas évident de dire, ben, ce que je vis, c'est de la violence. Alors, lorsqu'on vit quelque chose qui ressemble plus à du contrôle, de la jalousie, lorsqu'on vit quelque chose d'invisible, on n'est pas capable de mettre des mots dessus. Martine et Albert vivent ensemble depuis près d'1 an. La violence sourde d'Albert commence à faire son œuvre. Martine sait qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, mais elle se sent responsable. Le 28 mai 2002, Martine fait un test de grossesse. Pour s'assurer de la validité du résultat, elle fait un second test. Encore sceptique, elle en fait un 3e. Martine doit alors se rendre à l'évidence. Malgré sa joie, elle redoute d'annoncer la bonne nouvelle à Albert, craignant maintenant ses réactions trop souvent hostiles. J'ai dit, va voir le test dans la salle de bain. Fait que là, lui, il voit le test de grossesse. Il revient s'asseoir, mais pas à côté de moi, comme un couple qui va se serrer dans ses bras pour dire, youpi, on va avoir un bébé. Il s'assied dans sa chaise, dans son lazy boy. Puis là, il dit, aïe, aïe, on va avoir un enfant.
La première réaction d'Albert est d'appeler ses parents et son meilleur ami pour leur annoncer la nouvelle. Je pense que j'ai trouvé la bonne femme. Maintenant, je suis rendu sérieux, donc m'être père, puis ça va être ça. Martine réalise un rêve en tombant enceinte. Mais fonder une famille avec un homme qui ne semble pas pouvoir combler ses attentes de mère la perturbe. Écoute, ça fait 20 ans que je rêve d'avoir un enfant. Et là, je suis enceinte. Et là, moi, parce que lui est comme ça, j'arrêterais. C'est pas vrai, là. Il va raisonner, il va revenir dans le bon sens. Ça n'a pas de bon sens, là. La venue d'un enfant va changer la dynamique du couple. Mais malheureusement pour Martine, ce qu'elle a vécu jusqu'à présent n'est que le prélude d'un terrible cauchemar. Le 28 mai 2002, Martine Bélanger apprend qu'elle est enceinte d'Albert Pelchat, un homme qu'elle a rencontré 1 an plus tôt. La relation du couple bat de l'aile, mais la venue d'un enfant ravive les espoirs de Martine. Martine sera rapidement désillusionnée. Albert devient de plus en plus contrôlant. Quand on sortait, quand on était devant les gens, c'était pas pareil, là. J'étais comme son trophée, puis regardez, ma femme est enceinte, puis c'est beau, mais c'était pas ça dans la maison. À l'abri des regards, Albert critique et reprend constamment Martine. Il lui reproche ses moindres faits et gestes. Souvent, ce qu'on voit dans la violence conjugale et familiale, à partir du moment où il y a un bébé qui est là, il y a un futur bébé qui s'en vient, les gestes de violence augmentent parce que l'homme a l'impression qu'il perd sa place. Le 5 février 2003, Martine donne naissance à une petite fille, Daphné. Le couple revient de l'hôpital avec le nouveau-né. L'occasion devrait se prêter aux réjouissances. Mais le nouveau père est nerveux et prend des comprimés pour calmer son anxiété. Martine s'occupe seule du bébé. Il était très anxieux. Lui, il prenait des médicaments contre l'anxiété. Fait que tout son stress, là, on le sentait. Juste dire, on s'en va à l'épicerie vendredi prochain, là, vendredi qui s'en vient. Fallait qu'il me le répète 3 puis 4 fois dans la semaine. Quand il se fâchait ou quand ça faisait pas son affaire, c'était toujours... il explosait. C'était démesuré. En mai 2003, 3 mois après la naissance de Daphné, Martine accepte à la demande d'Albert de le reconduire à l'hôpital. Elle veut savoir comment il va justifier au médecin tous les maux qui l'empêchent d'aller travailler. Là, il allait voir son médecin. Là, il m'amène voir son médecin avec lui parce qu'il fallait que je conduise devant les gens. Fait que le bébé dans l'auto, ouais, je conduis, je m'en vais à Montréal, son rendez-vous chez le médecin. Je l'écoute parler au médecin, puis c'est pas la vérité qu'elle raconte au médecin. Albert raconte au médecin qu'il a de sérieux problèmes de santé physique afin d'obtenir un document justifiant ses absences auprès de son employeur. Martine comprend alors que c'est aussi pour confirmer son invalidité qu'Albert lui demande d'être au volant de sa voiture. En revenant, j'ai demandé, pourquoi tu es comme mentré au médecin? Pourquoi tu dis pas les vraies affaires? Qu'est-ce que t'as exactement? Puis que tu fumes ton joint tous les jours, puis tu prends des médicaments pour l'anxiété, tu devrais savoir que ça va pas ensemble. Albert perd patience et saisit violemment le bras de Martine. Craignant d'alarmer sa fille, Martine parvient à garder son calme et conduit jusqu'à la maison du couple. Elle dépose Albert et poursuit sa route. Martine s'est habituée aux colères d'Albert.
Mais depuis la naissance de Daphné, elle réalise à quel point ce climat est malsain. Elle voulait pas que Daphné soit exposée à ce genre de choses-là. Elle voulait pas que Daphné grandisse dans un milieu de violence. C'est sûr qu'elle s'est dit qu'elle voulait pas ça, ni pour elle, ni pour sa fille. Au mois de juillet 2003, 6 mois après la naissance de Daphné, Martine annonce à Albert qu'elle a décidé de rompre. Il prend tout ce qui est sa table puis le garoche à terre en criant « T'as pas d'affaire à me faire ça ». J'ai eu peur, je me suis reculée au bord du mur. Et puis là, je me suis penchée parce qu'il est venu pour me fesser. Fait que je me suis penchée, mais là, je me suis mis à crier. Je me sentais pas bien de crier comme ça, là. Je savais que le bébé pouvait m'entendre. Martine crie de toutes ses forces et fait reculer Albert, qui n'est pas habitué à ce qu'elle réagisse si vigoureusement. Martine est déterminée et profite de cet instant de surprise. Elle saisit le téléphone avant de s'enfuir à l'extérieur et appelle la police. Lorsqu'un agent arrive sur les lieux, Martine lui relate ce qui vient d'arriver. Le policier entre dans la maison. La petite Daphné dort et Albert est en train de vider le lave-vaisselle dans un calme apparent. Tout semble être sous contrôle. Le policier ne peut rien faire, puisqu'aucune voie de fait n'a été commise. Mais Martine ne veut plus se retrouver en présence d'Albert. Et puisqu'il refuse de quitter la maison, Martine demande au policier de l'accompagner à l'intérieur. Elle quitte avec Daphné et se réfugie chez une amie. Quelques jours plus tard, Albert quitte la maison et déménage chez ses parents. Martine rentre ensuite chez elle avec Daphné. Martine consulte alors une avocate pour établir les modalités de visite et le montant de la pension à verser. Le coup est dur pour Albert. Il vient de perdre sa conjointe et il ne pourra voir sa fillette âgée de 6 mois qu'une fin de semaine sur 2. Mais au lieu de reconnaître sa responsabilité dans la rupture, il s'enfonce dans la colère. Une des choses qui est à travailler avec ces hommes-là, c'est la reconnaissance des gestes de violence. Ce sont des hommes qui sont pris dans leur situation et qui ne voient pas les gestes qu'ils commettent. Donc, de regarder avec lui, de sensibiliser les impacts qu'a sa violence. Au mois d'août 2003, à peine 1 mois après la séparation, l'employeur d'Albert, choqué par ses trop nombreuses absences, le congédie. T'as les avocats, t'as l'avocat qui lâchait pas sur le côté pension alimentaire, c'est ici, c'est ça, tu sais. Puis là, moi, j'essayais de l'aider là-dessus en disant, Albert, faut que tu trouves de quoi, t'auras pas le choix. Albert ne fait qu'à sa tête lorsqu'il a la garde de la petite et n'hésite pas à la ramener à Martine avec des heures de retard. En revanche, quand Martine demande de modifier l'horaire, Albert refuse catégoriquement ou exige que la demande soit faite par écrit. Fallait pas que je déroge, moi, là. Lui, c'était correct, mais moi, fallait pas que j'empiète sur son terrain, même si j'échangeais, non. Plutôt que de se calmer durant les mois suivant la rupture, Albert s'énerve de plus en plus. Il va même jusqu'à harceler Martine au téléphone. En octobre 2003, au bout du rouleau,
Martine décide de suivre une thérapie à l'organisme Carrefour pour elle. On offre un service d'écoute, on a des services à l'externe, soit pour les gens qui ont déjà habité à la maison d'hébergement ou soit pour les gens qui n'ont pas nécessairement besoin d'hébergement, mais qui ont besoin d'aide quand même parce qu'ils vivent cette dynamique-là. Fait que dans le cas de Martine, elle n'a pas eu besoin d'hébergement, mais elle s'était quand même adressée à nous pour savoir qu'est-ce qu'elle pouvait faire puis comment qu'elle pouvait avoir de l'aide. L'aide que va chercher Martine lui sera bénéfique. Mais Albert, qui est déjà habité par la colère, sombre dans une haine dévastatrice et n'hésitera pas à utiliser sa fille pour parvenir à ses fins. En juillet 2003, Martine Bélanger vit avec Albert Pelchat depuis 2 ans, lorsqu'elle décide de rompre pour protéger leur fille Daphné du climat malsain engendré par la violence psychologique de son conjoint. Au mois de juillet 2004, 1 an après la rupture, Albert laisse de troublants messages à Martine. J'ai toujours voulu avoir la petite pour toi. Fait que tu vas pouvoir l'avoir pour tout ça. Mais que je sois en haut, pour avoir aimé ça, ma fille tout le temps, va l'avoir plus souvent en haut, que je la vois en bas. Tu vas être contente, hein? Hein? C'est ça. Fait que toi, moi, t'en vas la aussi. Il m'a laissé 3 messages en disant que là, il était écœuré, que tu veux garder la petite pour toi tout seul, ben tu vas l'avoir à toi tout seul, je serai plus là. Et la manière qu'il parlait, il voulait se suicider, là. Puis, quand il disait, je serai peut-être plus là, mais je vais te checker d'en haut. Dans les jours suivant ces appels, Albert passe de la parole aux actes. Il prend une 30aine de comprimés dans l'intention de se suicider. Mais il ne parvient pas à ses fins. La plupart des hommes, ils vont pas consulter parce que savent pas c'est quoi la consultation, ont peur de paraître comme un fou, préfèrent se débrouiller tout seul ou savent pas quoi faire avec ça. Martine tente d'assurer une vie normale pour la petite malgré le comportement d'Albert. Mais en 2006, l'affaire va encore empirer. Martine commence à fréquenter un nouvel homme. À partir de ce moment-là, ça s'est aggravé parce qu'il perdait encore sa place et probablement qu'il perdait l'espoir. Probablement que cet homme-là avait vraiment espoir de revenir avec Martine. Albert ne manque plus une occasion de dénigrer Martine devant la petite Daphné. Des fois, je disais, Albert, fais attention, c'est sa mère. Parle pas comme ça devant elle, quoi que ce soit. Puis ça, je l'ai repris à quelques reprises là-dessus. La venue d'un nouvel homme dans la vie de Martine fâche Albert à un point tel qu'en août 2007, Martine se voit dans l'obligation de lui envoyer une mise en demeure, précisant qu'il doit cesser de la harceler, de l'intimider et de la menacer. Il avait commencé à laisser des messages genre j'espère que le chum à maman il est fin avec toi puis qu'il te fait pas mal. Tu sais, c'était continuel. Quand Albert garde Daphné, il la bombarde de questions sur le copain de Martine. Et en février 2008, l'histoire qu'il entend de la bouche de sa fille le rend furieux. On a la table qui est en bois, je suis en train de préparer le souper. Daphné est là, lui est ici, moi je suis en arrière. Puis là, la petite a fesse avec une fourchette sur la table. Bon, c'est normal, il y a des enfants qui vont arriver, qui vont venir nous chercher pour savoir jusqu'à où est-ce qu'on va aller. Daphné arrête, Daphné, c'est une table en bois, tu vas la briser. Elle n'arrête pas, puis à un moment donné, quand il pogne le bras, là, t'arrêtes, là. Fait que là, c'est normal, Daphné, elle a compté ça à son père. Bon. Pas y en vouloir, elle a le droit de parler. Mais lui, il l'attendait, celle-là. Et là, ça a été le bordel. Albert brise la restriction de sa mise en demeure et saisit son téléphone pour engueuler Martine.
Mais sa colère ne s'arrête pas là. Quand il vient reconduire Daphné, il éclate. C'est la première fois qu'il criait là, comme un fou devant sa fille, puis t'es une astuce folle, t'es une mère qui n'a pas d'allure, tu laisses ton chum fesser ton enfant, c'était pas fessé. C'est durant l'année 2008, alors que Daphné a 5 ans, qu'Albert commence à l'utiliser à ses fins. Il n'hésite pas à lui faire répéter ce qu'il veut à Martine. Au moment que Daphné était capable de parler au téléphone, dire « Maman, est-ce qu'on peut ceci, est-ce qu'on peut cela? » Il a commencé à faire appeler la petite le dimanche pour dire qu'on n'arrivera pas à 7 heures, on va arriver plus tard. Fait qu'il faisait appeler la petite pour ça. La petite Daphné souffre de plus en plus de la hargne de son père et du climat que cela instaure. Daphné avait commencé à verbaliser des choses, elle avait recommencé à faire pipi au lit quand elle était propre avant. Il y avait des comportements qui se passaient, fait qu'elle voyait ces conséquences-là chez Daphné. Fait que c'est pour ça qu'elle était venue chercher de l'aide. Elle savait plus trop comment aider Daphné là-dedans non plus. Martine et son nouveau copain rompent. Mais les tensions avec Albert ne diminuent pas. Daphné fête ses 6 ans dans ce malheureux climat. Au cours de l'été 2009, Martine fait appel une nouvelle fois à l'organisme Carrefour pour elle. Quand Martine est venue nous voir par la suite pour travailler plus avec Daphné puis avec elle, c'est vraiment essayer de voir avec elle pour lui donner des outils pour qu'elle puisse, dans le fond, être le meilleur modèle et d'être forte aussi pour sa fille. C'est pendant la session de thérapie que Martine réalise à quel point Daphné est troublée par sa situation familiale. On lui a demandé de dessiner des animaux, comme si c'était sa famille en animal. Puis elle n'a pas dessiné son père. Son père n'était pas là-dedans. Il n'était jamais dans ses dessins. Puis là, après ça, elle a réussi à dire à ceux qui étaient là qu'elle avait peur de son père. L'intervenante recommande à Martine de faire un signalement à la DPJ. Les actions d'Albert doivent cesser pour le bien-être de Daphné. Le 10 septembre 2009, une rencontre est organisée au bureau de la DPJ avec Albert et Martine. La rencontre se déroule dans l'ordre. Mais quand l'intervenante aborde le sujet des nouveaux conjoints, Albert perd aussitôt son calme. Puis là, elle est venue à dire, c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez refaire vos vies, puis madame aura à un moment donné un conjoint. Et là, il est venu fou devant la fille. Il a dit, là, c'est bonne valeur, la prochaine fois qu'elle a un chum, maintenant, à cette heure, je sais comment ça marche, je sais qu'est-ce que j'ai à faire, puis il n'y a pas un hostie qui va venir toucher à ma fille. Là, il était tellement agressif et agressant dans sa manière d'être. Martine ne peut plus endurer Albert et quitte les lieux. Le lendemain, l'intervenante l'appelle pour lui raconter la suite de la rencontre. L'intervenante avait contraint Albert à aller suivre une thérapie pour hommes violents. Mais il était parvenu à la convaincre que Martine dressait un mauvais portrait de lui, dans l'unique but de lui enlever le droit de voir sa fille. Le vendredi 18 septembre 2009, une semaine après la rencontre à la DPJ, Albert doit prendre la garde de Daphné. L'été tirant à sa fin, il prévoit passer la fin de semaine dans un hôtel. À 19h, Albert arrive comme convenu. Contrairement à son habitude, il ne s'en prend pas à Martine et affiche même une humeur amicale. Puis je me suis dit, la DPJ lui a parlé. Et là, il a compris que ça pouvait bien se passer. Fait que quand lui est arrivé, j'ai ouvert la porte. Daphné est venue pour aller vers lui. Elle est revenue vers moi, elle m'a fait un autre gros câlin.
Puis là, lui a parti s'arrêter, puis il dit « Oui, oui, c'est beau, fais un beau câlin à maman. » La rencontre d'Albert Pelchat avec la DPJ semble avoir porté fruit. Mais la suite des événements sera d'une horreur indescriptible. Après des années de violence psychologique envers son ex-conjointe, Albert Pelchat semble s'être finalement calmé. Le vendredi 18 septembre 2009, Albert Pelchat prend la garde de leur petite fille Daphné pour la fin de semaine. Avant d'aller chercher Daphné chez Martine, Albert Pelchat loue une chambre dans un hôtel de Brossard. À la réception, il demande de ne pas être dérangé par les membres de l'entretien durant son séjour. Albert se rend ensuite dans sa chambre. Il dépose un sac et repart chercher Daphné chez Martine. Lorsqu'Albert arrive à l'hôtel avec Daphné, ils se rendent aussitôt à la piscine. L'homme est d'une sérénité très peu habituelle. Lorsqu'il va chercher Daphné, la dernière fois, il est très, très calme avec Martine. Il prend son temps, il est heureux. Pour lui, tout est décidé. Il est plus dans l'instabilité, dans l'insécurité de ce qui va arriver. Pour lui, c'est sécurisant, c'est réconfortant de savoir ce qui va se passer. Deux jours plus tard, une femme de chambre de l'hôtel fait la macabre découverte des corps inanimés de Daphné et d'Albert. On alerte aussitôt les autorités policières. Le 20 septembre 2009, j'étais de garde, donc j'étais sur appel. J'étais déjà entré au service de police de Longueuil. L'enquêteur s'apprête à régler un simple cas d'invasion lorsqu'il reçoit un appel lui signalant que les cadavres d'un homme et d'une fillette ont été découverts. L'enquêteur se rue sur les lieux. À son arrivée, il remarque que de nombreux patrouilleurs, des ambulanciers et des journalistes ont déjà envahi l'endroit. Il s'assure que la scène est bien sécurisée et pénètre dans la chambre. On découvre le corps inanimé d'un homme d'environ 45 ans et d'une fillette. L'homme se trouve au sol entre le lit de gauche et le bureau. La fillette est dans le lit de droite, sous les draps et couvertures, et l'oreiller au niveau par-dessus le visage. On découvre rapidement l'identité de l'homme et de la fillette. Mais il reste maintenant à identifier la mère de cet enfant, afin de la prévenir de la terrible tragédie. On a dû faire des démarches au niveau du Centre de renseignement policier du Québec pour localiser la mère de la jeune fille. En début d'après-midi, Martine Bélanger entend à la radio qu'on vient de découvrir un homme dans la quarantaine et une fillette de 8 ans morts dans une chambre d'hôtel. Elle pense aussitôt à sa fille, mais se rassure en se disant que Daphné n'a pas 8, mais bien 6 ans. Et pendant les heures qui la séparent encore de sa plongée dans l'horreur, Martine vaque à ses occupations habituelles. Puis cette journée-là, j'avais décidé de faire le ménage dans les photos de Daphné. Fait que, tu sais, quand on dit, quand on meurt, on voit toute notre vie. Ben moi, je l'ai faite pour ma fille. J'ai tout revu sa vie en photo. Pendant ce temps, les enquêteurs poursuivent leur investigation. Ils interrogent des témoins et visionnent les caméras de surveillance de l'hôtel. On voit Albert Pelchat Jr. et Daphné Pelchat sortir de la chambre d'hôtel à quelques reprises. La dernière fois qu'ils y rentrent, c'est le vendredi à 20h08. Suite à ça, il n'y a pas de sortie de la chambre et personne d'autre n'y entre, selon les caméras de surveillance.
Albert et Daphné entrent dans leur chambre d'hôtel après s'être baignés. Albert ferme la porte, son plan funeste déjà bien préparé. Albert défait le lit. Il couche Daphné et la recouvre de couverture. Il donne un sédatif à sa fille et quelques instants plus tard, elle commence à en ressentir les effets. Lorsqu'elle semble bien endormie, Albert prend un oreiller et recouvre le visage de Daphné. Après quelques secondes, la respiration de la petite s'arrête complètement. Le plan funeste d'Albert n'est pas terminé. Il prend à son tour des comprimés et avale le contenant complet d'antigel qu'il avait laissé dans la chambre avant d'aller chercher Daphné. L'effet est rapide. Albert est subitement pris de convulsions. Il s'effondre et meurt dans les minutes suivantes. Il tue sa fille par vengeance, probablement. Moi, c'est ce que j'en ai déduit, pour blesser Martine. Et c'est probablement pour ça qu'il se tue aussi, pour blesser son entourage, parce que c'est un être qui souffrait. Et pour lui, c'était la seule façon, finalement, d'éteindre ses souffrances, là. Le dimanche 20 septembre vers 17h, on sonne à la porte de la maison de Martine Bélanger. Comment trouvera-t-elle la force d'affronter la terrible épreuve qui l'attend? Le 20 septembre 2009, une femme de chambre retrouve Albert Pelcha et sa fille Daphné morts dans une chambre d'hôtel. Les enquêteurs concluent qu'il s'agit d'un meurtre, suivi d'un suicide. Ils ont alors la triste tâche d'annoncer l'horrible nouvelle à la mère de la petite. C'était comme si, là, je savais qu'il y avait l'air officiel, que j'étais sûre que c'était ça. Là, j'ai tout de suite fait le lien avec l'histoire qui arrivait dans la journée, puis là, je shakeais, puis là, il était allé ouvrir la porte, Mme Bélanger. Là, j'étais là, puis je voulais pas ouvrir la porte. Je dis non, j'ouvre pas la porte. J'ouvre pas la porte, je veux pas ouvrir la porte, parce que là, vous allez me dire non, c'est pas vrai, puis je criais, puis... Là, à un moment donné, j'ai ouvert la porte, puis j'ai reculé. Puis je me suis assise à terre en bas de l'escalier. Ça se peut pas, il venait chercher mon bébé.
Malgré son immense douleur, Martine parvient à organiser les funérailles de sa fille. Les intervenants qui ont connu Daphné s'y rendent pour apporter du soutien à Martine. Dans les jours qui suivent l'horrible drame, la douleur de Martine est si intense qu'elle n'arrive plus à aller travailler. Et puis à un moment donné, je me suis dit, c'est infaisable de vivre avec ça. Puis je voulais voir comment est-ce que... C'était comme si je vais faire pareil qu'est-ce que ma fille a ressenti. Puis là, j'ai pris des... J'étais pour prendre ma pilule pour me coucher, puis finalement, j'ai fait ça direct avec la bouteille. Puis j'ai été 2 semaines en psychiatrie à Sherbrooke. Ça m'a aidé, mais c'était pas fini. Ça a duré 2 ans, la noirceur. Pour aujourd'hui dire, bon ben là... si je continue, il faut que je vive autrement, parce que c'était invivable. En 2010, Martine Bélanger, qui considère que la DPJ n'a pas bien fait son travail, entreprend des démarches auprès de la commission de plainte à la DPJ et la protection du citoyen, afin d'obtenir des excuses et une forme de réparation. Puis je lui avais demandé s'il était habitué avec les manipulateurs, parce que lui, c'était quelqu'un vraiment, là, un champion, là. Puis on m'avait dit qu'il envoyait tous les jours à DPJ. Et là, il passait par sa fille pour m'atteindre. C'était pas banal, là. Mais en 2011, Martine n'obtient pas de réponse satisfaisante de la DPJ, ni de la protection du citoyen, et elle décide de lâcher prise. Je me suis dit, je me suis déjà fait démolir pendant 6 ans de temps et plus. Puis, je vais continuer à me faire démolir par un organisme qui, eux autres, vont juste vouloir dire qu'il avait raison. Il n'y a pas personne de parfait. Mais il n'était pas question que je me fasse démolir une fois encore. Avec le temps, Martine trouve assez de force pour tenter de vivre avec un pareil drame. Oui, j'y en ai voulu, là. Mais 2, j'aime autant penser que j'ai la paix de lui. Puis il viendra plus m'agresser comme il a fait dans le passé. Ça prend du temps même. Même il était mort. Puis je checkais encore ma façon de faire les choses. Là, c'était rendu, c'est qu'est-ce que la belle famille va penser. C'est fou, là. Très, très fort, ça. Martine semble avoir épuisé les ressources de notre système pour qu'on lui vienne en aide avant le drame. Je m'aurais sauvée avec ma fille, sachant qu'est-ce qui aurait pu arriver? Oui, je m'aurais sauvée avec ma fille. Mais la loi est pas... Tu peux pas te sauver avec ton enfant, là. Là, j'aurais été accusée de kidnapping. Madame? Regarde, maman. Non, maman, ta face. Casse-tu que t'as mangé? J'ai mangé des chips. Des chips? Avec des frères. C'était-tu bon? Martine a eu recours à toute l'aide disponible, mais malheureusement sans succès. Ne faudrait-il pas que les hommes qui vivent des moments de détresse consultent rapidement eux aussi et ne restent pas dans le déni pour que cesse ce genre de violence? Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir?